Les chambres de shoot, eh bien, c'est l'idée défendue par Jean-Marie Le Guen, député de Paris et élu socialiste au Conseil de Paris. L'information était dans Le Parisien ce matin. Ouvrir des salles pour les toxicomanes où ils seraient accompagnés. Une prise en charge médicale pour éviter l'utilisation de seringues souillées, par exemple, alors qu'on sait que beaucoup de drogués sont contaminés par différents virus, bien sûr, le sida ou l'hépatite A. Une prise en charge éducative aussi, tenter d'amener les drogués à sortir de l'enfer des chambres de shoot, donc comme il en existe dans de nombreux pays européens, en Suisse, en Allemagne, en Espagne, Paris, mais aussi Lyon, Marseille ou Lille pourraient être intéressés. Ces lieux éviteraient par ailleurs la promiscuité parfois dramatique entre drogués et riverains. Mais donc il y a débat, initiative bienvenue ou non, il y a les pour et les contre. Avec nous ce soir Jean-Pierre Coutron de l'Association nationale des intervenants en toxicomanie. Bonsoir. Bonsoir. Et Julien Emmanueli de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie. Donc vos points de vue respectifs, messieurs. Monsieur Coutron d'abord. Oui, alors d'abord, c'est pas des salles de shoot, c'est terrible, mais c'est le débat sur les médias et la culture, c'est des salles de consommation au moindre risque. Pourquoi ? C'est pas qu'on a peur des mots, c'est qu'il s'agit de s'intéresser à une toute petite partie du public qui consomme dans la rue, qui crée des nuisances pour le voisinage, qui se met en danger dans sa santé, et de leur permettre de le faire avec un certain accompagnement éducatif, social et médical. Donc vous avez répété effectivement la ce consommation, que sont les chambres les salles de consommation. Les salles de consommation, vous n'y voyez que des avantages. Pas que des avantages. Je crois qu'on est loin de dire que c'était une solution miracle. On ne voit pas que des avantages. On pense que ça répond à un problème. C'est pas la même chose. Très bien. Alors, et votre point de vue, Julien Emmanueli ? Mais, comme l'a dit M. Coutron, c'est une expérimentation, enfin une proposition qui s'inscrit dans une politique sur laquelle on a beaucoup vu en France, qui est la politique de réduction des risques, notamment des risques infectieux, mais aussi de l'aide à la survie. La question avec des initiatives comme celle-là, c'est quand même de savoir si ça en vaut la peine. Il y a le problème de l'acceptabilité politique, ça c'est une vraie question. L'acceptabilité tout court, les représentations qu'ont les gens, les médecins par exemple, pas simple quand même de donner jusqu'à ce point la possibilité aux gens, à certaines personnes vous parlez de l'acceptabilité, mais effectivement l'un des arguments c'est peut-être d'éviter que ces drogués soient dans la rue, par exemple dans les couloirs du métro. Oui, non mais il y a le problème de l'acceptabilité, il y a le problème de la faisabilité, puis aussi il y a le problème de l'opportunité, la pertinence. Alors là-dessus, on a quand même, donc il faut essayer de pouvoir évaluer un peu ce qui. Vous êtes réticent pour l'instant. Je suis sceptique. Sceptique parce que je crois que la politique de réduction des risques est une politique qui a bien marché, qui a permis considérablement de faire reculer le VIH, notamment chez les toxicomanes. Pas le VIH, en tout cas pas de manière aussi importante, et que ça repose sur un paradoxe, et que plus évidemment on pousse le paradoxe, plus ça suscite des commentaires. Donc il faut avancer avec méthode. Je pense qu'il y a beaucoup à faire, par exemple pour l'hépatite C. On parle dans le communiqué des avantages que ça aurait sur pour réduire les infections. Oui. En fait, les études qui sont disponibles pour le moment ne montrent pas tellement ça. Et là, la question, elle est pourtant entière. Comment on fait pour essayer de lutter de façon un peu efficace contre la contamination par l'hépatite C? Il y a d'autres solutions qu'il faudrait aussi pouvoir pousser et dont on parle moins. Par exemple par exemple, l'accès au dépistage des toxicomanes, surtout des toxicomanes qu'on voit pas facilement dans les centres de soins. Par exemple, ça, ce serait sans doute prévu dans ces salles. Madame la ministre a sorti un plan qui a été annoncé et qui prévoit ces actions. Donc si on a mis l'accent sur ce qui prévoit ce qui tourne autour de la prévention des risques, autour de la consommation, c'est que cette partie-là n'était pas prise en compte. Il y a qu'encore une fois, il s'agit pas de couvrir la France de salles de consommation. On a parfois l'impression que ça s'emballe un peu. Il s'agit à des endroits. Ça vous inquiète un petit peu, le traitement médiatique de cette affaire. C'est pas que ça inquiète, c'est que si on veut que ça débouche, il faut parler du problème et de la solution qu'on met en face, et non pas des représentations imaginaires que les uns et les autres peuvent avoir. On a vu le même problème quand il a fallu mettre en distribution les seringues. Des personnes étaient persuadées que ça allait démultiplier le nombre de personnes qui se shooteraient. À l'époque, c'était uniquement sur le shoot. Ça n'a pas augmenté le nombre de personnes qui se shootaient, et ça a permis de faire diminuer un certain nombre des maladies et des problèmes
qui étaient liés au shoot. Alors, il s'agit de faire la même chose sur un endroit ponctuel par rapport à des problèmes ponctuels. D'accord, Julien Emmanueli. Est-ce que vous redoutez d'une certaine manière une forme de légalisation de l'usage de la drogue, je ne sais pas, dans des espaces préservés, même avec assistance médicale? De toute façon, dans la politique de réduction des risques, on est toujours dans le paradoxe que je signalais, un paradoxe nécessaire. La question, c'est qu'est-ce qui vaut vraiment la peine d'être fait, sachant qu'on a des vrais sujets. Je veux dire, il y a l'aide à survie, il y a des populations très précaires. On parle des craqueurs, par exemple. Là, on n'est plus vraiment dans l'injection, quoi qu'ils s'injectent aussi. Et là, c'est vrai que pour ces gens-là, il y a des solutions très spécifiques qui doivent être mises en place, qui l'ont déjà été. On a mis en place, sur Paris notamment, des structures spécifiquement dédiées à la prise en charge des consommateurs de crack. Mais je vous dis, la question, par exemple, des infections, elle se pose, mais elle se pose certainement pas de la manière la plus pertinente. Et qu'est-ce qui vous sépare au fond tous les deux? Parce que tous les deux, vous accompagnez les drogués au quotidien, vous essayez d'en réduire le nombre. Qu'est-ce qui vous oppose fondamentalement dans cette approche? Je ne sais pas ce qui nous sépare, mais en tout cas, moi, j'ai la conviction. L'ANITEA, c'est une association qui existe depuis 30 ans. Dans ses adhérents, il y a 600 établissements de santé. Dans les 600 établissements, il y en a qui font du sevrage, il y en a qui travaillent autour de l'abstinence, il y en a qui travaillent autour de la prévention, il y en a qui travaillent avec l'espoir que des personnes ne feront jamais usage. Donc, on n'est pas dans une posture idéologique. On dit que une histoire, on dit que dans une histoire de produit, voilà, dans une histoire de produit, il y a des situations différentes, et que le rôle de la politique publique, c'est de couvrir l'ensemble des situations. Ce n'est pas forcément d'en choisir une aux dépens d'une autre. Alors, on n'a pas poussé en avant ce projet en premier. D'autres outils ont été mis en place. C'était légitime qu'ils soient mis en place. Aujourd'hui, on a une vraie difficulté à avoir des réponses sur l'acte de consommation. L'acte de consommation, parce que c'est pas uniquement l'injection. Quand on inhale, on peut aussi avoir un certain nombre de risques. L'outil pour répondre à l'acte de consommation, c'est la salle de consommation. Il y a une espèce de logique. À partir du moment où on a validé qu'on distribue le matériel, la plupart des gens avec ce matériel vont rentrer chez eux et vont faire ce qu'ils ont à faire chez eux. C'est choquant, mais une fois qu'ils le font, ils se sentent un peu mieux, et à partir de là, on peut dérouler quelque chose. Une partie d'entre un scepticisme persistant chez votre interlocuteur. Deux choses. D'abord, il existe tout de même un dispositif très largement déployé, c'est vrai, sous la pression du VIH, de prise en charge de structures de bas seuil qui proposent un certain nombre des soins de première ligne, primaire, là, qu'évoque M. Coutron. Mais je pense que ce qui est problématique, c'est aussi dans ce genre d'initiative, ou en tout cas on peut toujours imaginer améliorer le dispositif. Le problème, c'est où c'est le plus utile de le faire, sachant que par ailleurs... Peut-être le coup d'expérimenter. Il existe déjà des choses dont on peut se demander si on ne pourrait pas les améliorer. On ne demande pas plus. Non. La deuxième chose, c'est quand même qu'il faut avoir en tête que dans les peu d'évaluations dont on dispose, il y a aussi des phénomènes, je dirais, indésirables qui sont parfois pointés. Il faut les avoir en tête. Je veux dire, c'est vrai qu'on peut prendre en charge des gens qui sont, comme vous dites, dans la rue, sur le trottoir, dans le métro, etc. Mais le risque, je ne dis pas que c'est ce qui se passe tout le temps, mais un des risques, c'est de drainer des cette fixation de population très marginale avec tout ce qui va autour, le deal, la prostitution, voire la criminalité, et puis déplacer le problème. Alors on parle de sas vers le sanitaire, le social, mais c'est pas toujours observé, malheureusement. Alors, on peut aussi... le problème... S'il y a des intervenants, s'ils sont là, s'ils peuvent pratiquer aussi des tests... Je crois que les études qui sont en train de sortir en ce moment sont extrêmement positive sur ce point-là. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas l'outil numéro 1 par rapport à la problématique VHC. C'est un outil qui a son efficacité. C'est pas l'outil numéro 1. Là où c'est utile, c'est pour rencontrer des publics qui sans ça ne sont pas rencontrés, les faire mettre dans des processus qui permettent petit à petit de dérouler une chaîne thérapeutique. En tous les cas, la proposition est soutenue par le socialiste Jean-Marie Le Guen. Du côté officiel, on sent une forme de réticence. Il n'y a pas encore de prise de position officielle. Mme Bachelot nous a pas dit non. Elle a dit qu'elle attendrait l'étude de l'INSERM. Et l'étude de l'INSERM, normalement, a colligé un certain nombre de grands rapports internationaux qui viennent de sortir en Australie, au Canada, qui sont favorables et qui ont une évaluation positive. L'étude de l'INSERM, c'est en fait une expertise collective qui a été commanditée, qui est dans le cadre du plan gouvernemental. Donc, on n'est pas contre l'évaluation des outils de réduction des risques, mais sur ça, pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a pas de position. En tous les cas, il n'y a pas de position officielle. Le débat méritait d'être posé. C'est un scepticisme. Sans trop d'excès, de simplification médiatique pour que chacun comprenne bien
et ne se braque pas d'ailleurs. On a posé la question. Sur le site de notre partenaire nouvelobs.com et pour l'instant, les opinions sont très partagées. Même le non l'emporte. Il est contre des chambres de consommation à 45%, 42%, mais le débat ne fait que commencer. Merci. C'est intéressant parce que présenté comme salle de shoot, on pouvait penser que ce serait encore plus défavorable. Voilà. Je vous l'avoue maintenant que c'était comme ça que c'était présenté. Voilà, je suis sûr que ça changera. C'était la une, enfin c'était dans le Parisien ce matin, les chambres de shoot. Merci à tous les deux d'avoir éclairé ce débat. À suivre donc le